La grande édition sur i24 News. Bienvenue à tous, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Voici le sommaire de ce journal. Les signaux s'accumulent, tout comme les rumeurs, les estimations. Le compte à rebours serait-il lancé avant une action américaine en Iran ? Washington évacue partiellement sa base aérienne du Qatar et fait entrer son porte-avions Roosevelt en mer Rouge. Deux gestes rares, lourds de sens, qui alimentent évidemment l'hypothèse d'une escalade imminente. Une question d'heure, d'après des sources européennes. Donald Trump aurait sous la main une liste de 50 cibles militaires. Dans son viseur, les bastions des gardiens de la Révolution. En face, Téhéran se dit prêt à la guerre, alors qu'Israël joue, on le verra, une partition plus subtile, axée notamment sur la préparation du front intérieur. Tension maximale autour de l'Iran au moment où en interne les opposants au régime craignent un essoufflement de la contestation. Violence de la répression et des manifestants coupés du monde. Ils sont accusés par les ayatollahs de faire la guerre à Dieu. Les premières pendaisons seraient imminentes, des questions de fond également, comme la cohésion au sein du mouvement de révolte. Libéraux, monarchistes, républicains, kurdes, baloutches ou azéris. Difficile de s'accorder sur une vision commune pour l'avenir qui pourrait incarner un leadership cohérent et unifié. Et puis au chapitre antisémitisme, nous reviendrons sur l'indignation en France des manuels de révision du bac publiés par Hachette, dans lesquels les victimes du 7 octobre sont qualifiées de colons juifs. Autre coup de colère à Nice, on le verra, la mémoire d'Ilan Halimi, à nouveau profanée. Une plaque en son nom a été retrouvée vandalisée. On y revient tout à l'heure. Voilà donc pour les titres. Bonsoir à tous. Sommes-nous à l'aube d'une intervention ou au sommet d'une guerre psychologique ? Il s'est passé beaucoup de choses au cours des dernières heures, beaucoup d'indices au Moyen-Orient concernant les intentions, les plans de l'administration américaine vis-à-vis de l'Iran, où le régime, on le voit en place, réprime brutalement la contestation. Eh bien, on va ce soir tenter de vous résumer l'essentiel de ces temps forts. Bonsoir Déborah Benayoun. Vous nous dites tout ce soir d'abord tension extrême, énormément d'informations, pas toujours d'ailleurs cohérentes les unes avec les autres. D'abord peut-être une petite chronologie des principaux développements. Bonsoir David. Alors déjà oui, on va tenter de faire le tri de tout ce qu'on a vu au cours de la journée. Alors déjà côté américain, selon plusieurs diplomates, les États-Unis ont décidé de retirer une partie du personnel de plusieurs bases clés de la région, notamment celle d'Al Udeid. Ça se trouve au Qatar. Le Qatar a d'ailleurs confirmé cette information cet après-midi dans un communiqué en parlant, je cite, de raisons de tension dans la région. C'était donc la raison invoquée. Le Royaume-Uni aussi aurait décidé de retirer une partie de ses forces de sa base au Qatar. Et puis également cet après-midi encore des alertes qui ont été publiées du côté américain pour conseiller aux ressortissants américains de quitter l'Iran en passant par exemple par la Turquie ou par l'Arménie. A-t-on d'abord une idée des cibles dont disposent les Américains aujourd'hui ? Alors l'estimation, notamment en Israël, on va rester très prudent parce que c'est très contradictoire. D'une minute à l'autre, ça change. Certains responsables qui s'exprimaient à Reuters, notamment des responsables européens, qui estiment que les États-Unis pourraient frapper l'Iran dans les prochaines 24 heures. Mais le New York Times, lui, parle plutôt plusieurs jours. Donc on reste très très prudent. L'administration Trump, en tout cas, aurait reçu une liste de 50 cibles potentielles, notamment 4 sous commandement des gardiens de la Révolution qui sont répartis par zone géographique. Et puis il y a des sources également américaines qui parlent d'autres options d'attaque, par exemple des cyberattaques ou des cibles qui seraient liées au service de sécurité iranien. Des hauts responsables américains qui déclarent aussi à CNN que Donald Trump ne souhaite pas une intervention militaire à long terme en Iran et qu'il n'y aurait pas de force terrestre en tout cas. Ouais, effectivement, ça paraît une certitude de ce côté-là. Côté iranien, que retenir aussi, Déborah ? Eh bien déjà, la décision de retirer une partie du personnel américain des bases de la région fait suite à une déclaration d'un haut responsable iranien qui affirme que Téhéran frappera les bases américaines si Washington attaque l'Iran. Téhéran aurait averti des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la Turquie qui disposent, on le sait, de bases américaines sur leur sol. Le commandement des gardiens de la Révolution a dit que les forces étaient prêtes à réagir fermement à, je cite, toute erreur de calcul de l'ennemi. Et puis en Israël, là aussi, bien de l'activité et parfois aussi quelques fausses pistes. Oui, il y a eu même un petit mouvement de panique aujourd'hui lorsque les médias israéliens ont remarqué que l'avion du Premier ministre, le Knaf Tzion, avait quitté le territoire israélien. Tout de suite, justification des sources israéliennes, c'est un vol d'entraînement de routine qui était programmé à l'avance. D'ailleurs, l'avion est revenu quelques heures après en territoire israélien. Il faut dire quand même que la panique est aussi liée au fait que la précédente fois qu'il y avait
eu un vol de cet avion, eh bien, c'était justement au moment de la guerre avec l'Iran. En tout cas, l'avion n'était pas présent sur le territoire israélien, donc tout le monde a pensé immédiatement qu'il y avait des frappes qui étaient imminentes. Sur le front intérieur aussi, on se prépare à tout scénario. Il y a eu un exercice notamment à grande échelle à Tel Aviv. Et puis également sur les vols, important de préciser qu'il y a le groupe Lufthansa qui aurait déjà informé ses employés de se préparer à quitter Israël et annuler une partie de ses vols à partir de demain. Donc on va suivre ça, on verra si ça incite d'autres compagnies peut-être. Effectivement, des annonces importantes qu'on suit avec vous, Déborah Benhaoun. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Nous sommes également avec un grand expert, le professeur Kobi Michael, qui nous rejoint. Bonsoir et merci à vous, ancien directeur adjoint au ministère israélien des Affaires stratégiques et chercheur à l'INSS. Alors, avec tous ces éléments qu'on vient de citer, est-ce qu'il y a encore des doutes quant au fait que ce soit l'option militaire qui soit privilégiée par Donald Trump ? Bonsoir. À mon avis, le doute est en train de baisser et il est probable qu'il y ait une réaction israélienne. Une réaction américaine, pardon. Quelle sorte de réaction? Je crois qu'on ne sait pas encore. Mais la probabilité qu'il y ait une action américaine a augmenté. Voilà, c'est le scénario effectivement le plus probable, la plus grosse cote. Alors quel scénario justement, quels objectifs d'après vous? Est-ce que c'est frapper vite, frapper fort, et puis autre chose qu'une chute du régime au final, ce serait considéré peut-être comme un échec, si on se projette? Je pense que les Américains comprennent bien qu'on ne peut pas faire chuter un régime, et certainement pas un régime comme le régime iranien, par une attaque militaire, même puissante. Un tel régime ne peut chuter que de l'intérieur, c'est-à-dire que l'intervention doit soutenir une révolution à l'intérieur de l'Iran où on remplacerait le régime. Donc je ne suis pas certain qu'il y aura une attaque d'envergure très puissante. Il n'est pas d'ailleurs sûr qu'il y aura des moyens cinétiques. Peut-être qu'on aura une cyberattaque. Et s'il y a une action militaire cinétique, ce sera peut-être plus symbolique. Et en fonction des développements, eh bien, si les Iraniens ne réagissent pas, ce sera probablement la fin. Mais s'ils ripostent, eh bien, cela risque de dégénérer. Donc vous dites qu'il y a un risque d'embrasement régional malgré tout, rien qu'avec ces manœuvres qui sont en cours. Oui, c'est certain. Même une probabilité assez élevée. Alors je ne sais pas ce qu'il y a entre les deux oreilles du guide suprême Khamenei et la manière dont il comprendra ou il analysera la situation. Il peut voir qu'une attaque américaine peut augmenter les réactions du peuple contre le régime. Peut-être qu'il y aura des membres des forces armées iraniennes déserte, peut-être que cela risque de créer une dynamique qui entraînera la chute du régime. Et donc, il risque de réagir avec force pour montrer et pour adresser un message à sa population. J'ai du mal à voir une situation où le guide suprême ait très peur de cette attaque et dise si les Américains attaquent, il faudra partir et remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre. J'ai du mal à imaginer un tel scénario. Ouais, un régime jusqu'au boutiste. Donc vous dites créer une dynamique en appui des manifestants. Alors en cas de frappe, en cas d'action américaine, est-ce que vous pensez que le réflexe à Téhéran, ce sera automatiquement, mécaniquement de cibler Israël, d'après vous? Non, ça n'est pas certain. Ça n'est pas certain, même si ils le disent. Mais il est possible qu'ils veuillent riposter pour ne pas être vus comme faibles aux yeux des Américains. Mais leur riposte ciblera forcément un site américain dans la région. Peut-être que cela pourrait être dans un pays allié arabe des États-Unis. Ils comprennent bien qu'une attaque contre Israël, ne serait-ce qu'un missile ou deux, du point de vue d'Israël, c'est la justification la plus claire pour une attaque d'envergure contre l'Iran.
Et si c'est le cas, ce sera une offensive qui aura but de créer une offensive qui mènera en fin de compte à la chute du régime. C'est-à-dire une attaque très importante de symboles du régime, de sites des gardiens de la Révolution, peut-être de sites économiques qui sont au service du régime. Et en espérant que cela amène un élan aux protestations populaires. Donc je pense que les Iraniens feraient bien de réfléchir à deux fois avant d'attaquer Israël, mais on ne peut évidemment pas l'exclure. Le calcul des Iraniens, effectivement, de ne pas s'exposer à une contre-attaque d'Israël qui a sa propre banque de cibles aussi. On le sait bien en Iran. Merci beaucoup à vous, professeur Kobi Michael, pour cette analyse ce soir en direct. Voyons à présent comment les choses évoluent. C'est important sur le terrain en ce moment en Iran. Tout part de la 18e journée de la contestation et des bilans. Toujours aussi difficiles à obtenir, mais le pouvoir des images accable un régime qui joue peut-être sa survie. On surveille les menaces d'exécution de certains manifestants, une ligne rouge pour Washington. Image commentée par Mathieu Winding. Les funérailles de 300 personnes sont diffusées à la télévision iranienne. Il s'agit aussi bien de manifestants que de membres de forces de l'ordre tués lors de manifestations. L'ONG basée aux États-Unis Human Rights Activist, qui recense le nombre de victimes, a dressé un nouveau bilan. 2571 personnes auraient été tuées depuis le début du mouvement, dont 2424 manifestants et 147 personnes affiliées au régime. Plus de 18 100 personnes auraient été arrêtées. Le régime des Mollahs a condamné à mort des manifestants. La première exécution doit avoir lieu aujourd'hui. Il s'agit d'un jeune homme de 26 ans, Erfan Soltani, qui pourrait être pendu. Il est accusé d'être entré en guerre contre Dieu. Donald Trump promet des mesures énergiques si la peine de mort est appliquée pour les manifestants anti-régime en Iran. Le président américain laisse planer le doute sur la nature de la réponse. Quand un journaliste lui demande si des frappes aériennes sont envisagées pour défendre les protestataires, le mystère reste entier. Eh bien, on ne sait jamais, n'est-ce pas? On ne sait jamais. Jusqu'à présent, mon bilan est excellent, mais on ne sait jamais. Pensez-vous que ce sera quelque chose de cinétique comme ça ou plutôt cybernétique? Eh bien, je ne peux pas vous dire exactement ce que ce serait. Nous devons prendre une décision, mais je ne peux pas. Évidemment, je ne peux pas vous le dire. Donald Trump a encouragé sur son réseau social les manifestants iraniens à poursuivre le mouvement et à s'emparer des centres du pouvoir. Il leur a annoncé que l'aide était en chemin, sans préciser la nature de cette aide. La voie diplomatique semble cependant, elle, officiellement écartée. Les réunions prévues avec des représentants de Téhéran ont toutes été annulées. Le régime des Mollahs menace de son côté de riposter en cas d'attaque. Il promet de cibler notamment les bases américaines au Moyen-Orient. De nombreuses installations américaines dans la région sont à portée des missiles balistiques des gardiens de la Révolution. Une partie du personnel de la base américaine au Qatar a été évacuée. Des pays comme l'Inde ordonnent à leurs ressortissants de quitter l'Iran immédiatement. La milice paramilitaire s'est vantée hier que son stock de missiles avait augmenté depuis l'opération Éveil du Lion en juin 2025 et qu'elle était au sommet de sa préparation. Et une question ce soir, le temps jouerait-il encore contre Téhéran ou bien contre les opposants? On interroge ce soir à ce propos l'un d'entre eux, Saïd Beshirtash. Bonsoir et merci en direct de Bruxelles. Vous êtes chirurgien dentiste et opposant iranien. Est-ce que d'abord vous pensez que la répression terrible de ces derniers jours, elle a entamé quelque part le moral, la détermination des manifestants en Iran? Non, mais les informations que je reçois, les Iraniens continuent à protester, mais c'est vrai qu'il y avait un carnage, plus de 12 000 de tués en 2 jours. C'est un carnage jamais vu dans l'histoire de l'humanité, qu'on tue avec des mitraillettes, des manifestants pacifistes, sans armes. C'est plusieurs fois que le nombre de tués de 11 septembre et plusieurs fois le nombre de tués disons de 7 octobre. Ils ont les organisations des droits de l'homme, ils parlent de 2700 tués, mais par exemple, moi, je connais 3 personnes qui ont été tuées, mais dont leur nom ne se trouve pas parmi ces 2700 personnes. Le nombre est franchement très, très important et c'était un carnage. Le président américain a demandé au peuple iranien de descendre dans les rues et de faire les manifestations. Il a dit qu'il ne va pas les laisser, disons, massacrer par le régime. Il a dit qu'il interviendrait si le régime les massacre. Franchement, maintenant, on voit le massacre. Les Iraniens, ils attendent l'aide des Américains. En même temps, le premier ministre israélien, Netanyahou, a plusieurs fois demandé au peuple iranien de descendre dans les rues
Et il a dit qu'il serait avec eux, il ne va pas les laisser tout seuls. La dernière fois, c'était le 25 octobre 2025, il y a, disons, 2 mois avant le commencement de ces manifestations, qu'il a envoyé ce message au peuple iranien. Il a dit « Descendez dans les rues, vous ne serez pas tout seul, on est avec vous ». Et maintenant, les Iraniens, ils se demandent où est cette aide. Comment l'Israël est à côté du peuple iranien. Le peuple iranien qui a même amené le drapeau, brandi le drapeau israélien dans les rues, malgré, ce danger de mort, franchement, dans les rues. Mais malheureusement, ils ne voient pas l'aide de ceux qu'ils considèrent leurs meilleurs alliés. Ça veut dire le peuple israélien et le peuple américain. Moi, maintenant, je ne sais pas si le Premier ministre israélien m'entend ou non. Je lui dis que, franchement, les Iraniens, ils attendent une aide de leurs alliés. Surtout que le régime iranien a amené plusieurs milliers de personnes de forces de Al-Quds. Al-Quds, c'est une branche, internationale des gardiens de la révolution. Surtout Ashtal al-Shaabi de l'Irak et Fatim Youn de l'Afghanistan. Et c'est eux qui ont un rôle central dans ce massacre. Il y a plusieurs milliers maintenant à Téhéran et dans les grandes villes, et c'est surtout eux qui, avec des mitraillettes, ils assassinent les Iraniens. Des enfants tués. Bon, par exemple, il y a des filles qui ont été tuées sous les yeux de leur père. Ils étaient partis ensemble dans des manifestations. Il y a une femme avec son mari qui ont laissé leurs enfants de 8 ans et de 10 ans à la maison. Ils sont allés dans les rues. Tous les deux ont été assassinés. Il y a des parents qui cherchent le cadavre de leurs enfants dans les sacs de poubelle parce que le régime a placé le cadavre des gens tués dans les sacs poubelles. Franchement, c'est un crime contre l'humanité. Effectivement, le choc des images, et on comprend effectivement votre indignation qui est partagée ici. En tout cas, voilà, vous êtes favorable, vous, à une action des États-Unis et même d'Israël. Merci beaucoup à vous, Dr Saïd Bachir Tash, pour ce témoignage vibrant ce soir dans la grande édition. Alors, autre aspect, comment les Israéliens vivent-ils eux aussi ces événements de portée potentiellement historique? On va voir qu'il y a une vraie solidarité envers les courageux manifestants iraniens. Direction Holon, au sud de Tel Aviv, avec Jonathan Serrero, notre envoyé spécial. Bonsoir, Jonathan. Parce qu'il y a un rassemblement, on le voit, était organisé ce soir en soutien à la révolte iranienne. Comment ça se déroule ? Oui, plusieurs centaines de personnes sur cette esplanade de la médiathèque de la ville de Holon, en banlieue, une localité située en banlieue de Tel Aviv. Ici, on soutient le peuple iranien dans ces manifestations contre le régime de Téhéran, contre le régime des ayatollahs, des manifestants qui reprennent les slogans scandés par les manifestants du côté de Téhéran et dans tout l'Iran. Abba Khamenei, Abba le dictateur, c'est ce qu'on peut entendre de la part de ces centaines de manifestants qui font partie de cette communauté iranienne importante en Israël. Vous le savez, David, les liens ancestraux qui lient la communauté juive et la communauté persane, des liens ancestraux qui remontent à des millénaires, David, et vous le savez très bien. Et ce soir, c'est le premier rassemblement du genre organisé en Israël, dans une grande ville israélienne tout près de Tel Aviv. On a pu s'entretenir avec certains organisateurs. Ils prévoient d'autres rassemblements dans les prochains jours et ils souhaitent faire entendre leur voix, des soutiens, des marques de soutien de ces manifestants qui interviennent alors que les autorités ont décidé, elles, de faire profil bas et de ne pas trop en dire concernant les manifestations. Le Premier ministre Netanyahou a donné ordre à son gouvernement de ne pas réagir à la situation en Iran pour ne pas interférer dans les éventuels plans américain de frappe éventuelle contre le régime iranien, David. Voilà, discrétion et donc ce beau rappel de l'amitié, de la solidarité entre les peuples iraniens et israéliens ce soir. Holon, merci beaucoup. Jonathan Serrero, notre envoyé spécial. Autre passage obligé, c'est bien sûr Washington. Chaque mot, chaque geste de Donald Trump devient matière à spéculation. C'est Antoine Hollard qui nous attend en direct de la Maison-Blanche. Bonjour Antoine, notre correspondant. Quelles sont d'abord les dernières déclarations, on va dire marquantes, il y en a eu beaucoup, du président américain, qui dicte quelque part le tempo de ces tensions?
Écoutez, la dernière fois que Donald Trump s'est exprimé sur l'Iran, c'était hier soir dans une interview à la télévision sur la chaîne CBS et il a déclaré qu'il était prêt à intervenir de manière très forte si le régime iranien exécutait des manifestants. Référence à ces procès qui commencent dès aujourd'hui en Iran, procès expéditifs de manifestants qui seront à l'évidence condamnés à la peine de mort et qui pourraient être donc exécutés par pendaison. Donald Trump dit qu'il ne laissera pas faire. Alors il faut bien rappeler que Donald Trump avait fait le même genre de déclaration il y a quelques jours. À l'époque, il disait qu'il était prêt à intervenir si le régime tuait des manifestants. Finalement, des manifestants ont bel et bien été tués et Donald Trump n'est pas intervenu. On a un peu le sentiment que Donald Trump, finalement, repousse un petit peu chaque jour ces lignes rouges. Mais dans le même temps, on apprend aussi que les Américains ont commencé à évacuer du personnel de leur plus grande base militaire dans la région. C'est une base qui est située à proximité de Doha. Et certains y voient le signe bien, que les États-Unis se préparent à intervenir militairement en Iran, à mener des frappes. Pourquoi ? Parce que si les États-Unis passent à l'action, il y a le risque de représailles. Les mollahs pourraient s'en prendre aux bases américaines dans la région. Et donc, en évacuant du personnel, on prépare en quelque sorte la défense. On se prépare à une potentielle réplique de l'Iran. Notant qu'au mois de juin, les États-Unis, avant de bombarder les installations nucléaires iraniennes, avaient déjà évacué une partie de leur personnel de cette base qui d'ailleurs avait été pris pour cible par la suite par les Iraniens en représailles. Effectivement, on s'en souvient. Commentaire, Antoine, également sur la rencontre sans doute importante entre Steve Witkoff, donc l'émissaire de Donald Trump, et puis Reza Pahlavi, qui est censé incarner aussi l'opposition iranienne. Et puis un petit mot sur des craintes, c'est important, des Saoudiens et des Qataris quant à une opération américaine. Oui, alors écoutez, cette rencontre entre Witkoff et Pahlavi a été annoncée, alors n'a pas été confirmée officiellement, c'est le média Axios, toujours très bien renseigné, qui en parle. Et ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump, hier, a lancé un appel au peuple iranien, appel à renverser le régime, mais dans le même temps, Donald Trump ne dit pas qui il souhaiterait voir à la place des mollahs. Le fait que Witkoff prenne contact avec Pahlavi, c'est peut-être donc le signe que Donald Trump prépare la suite, ou en tout cas sonde différentes options en cas de chute du régime. Ça fait partie aussi du calcul de Donald Trump et de ses conseillers. Il y a quelque part aussi chez eux la peur d'un saut dans l'inconnu. Si les mollahs quittent le pouvoir, si le régime s'effondre, qui va prendre la place ? C'est une question ici qui agite évidemment Donald Trump et qui entre en ligne de compte dans l'implication que les États-Unis pourraient avoir dans les prochains jours. Ouais, ça fait partie de l'équation. En effet, merci beaucoup Antoine Velard, en direct donc de la Maison-Blanche à Washington, et également en direct de Washington. On a le plaisir d'interroger Samuel Ben-Our. Bonjour et merci à vous. Vous êtes analyste et chercheur pour la FDD. On voit qu'il y a quand même des divisions, des oppositions au sein de l'administration Trump, et notamment J.D. Vance, le vice-président, qui apparemment n'est pas très chaud pour une intervention en Iran. Est-ce qu'il faut passer ou non en action ? Sur quoi ça va se jouer d'après vous, la décision de Washington ? Merci beaucoup de m'accueillir. Je pense que la décision a déjà été prise. Le président Trump a dit qu'il attendait des informations sur le nombre de morts qui ont été causées par les forces iraniennes. Et il y a deux raisons pour lesquelles J.D. Vance aurait dit cela. Tout d'abord, c'est parce que l'administration peut-être essaie de semer la confusion en Iran au sein du régime. Peut-être pour les laisser penser qu'il y a une hésitation alors que la décision a déjà été prise. Une autre possibilité est que J.D. Vance pense que la pression diplomatique peut faire son effet, mais cela contradierait la déclaration du président Trump selon laquelle les États-Unis frapperaient si des manifestants mourraient. Ouais, donc il y a un aspect aussi de guerre psychologique, évidemment. D'un point de vue peut-être plus géopolitique, plus global, est-ce que vous diriez que la Chine, parce que c'est important dans l'équation, ce serait la grande perdante des récentes séquences, parce qu'elle perd le pétrole du Venezuela, et là, elle pourrait perdre le pétrole de l'Iran quelque part en cas de chute à terme du régime iranien? Oui, c'est tout à fait vrai. Perdre le pétrole iranien pour la Chine serait bien plus grave que de perdre le pétrole vénézuélien. Cela consiste, le pétrole iranien est environ 12% des importations en pétrole de la Chine. Ce sont deux sources de pétrole qui s'évaporent pour la Chine en quelques semaines. Et effectivement, c'est un coup dur dans le cadre de la compétition globale avec les
les États-Unis. Ouais, donc Trump qui redessine le monde un petit peu donc, face à la Chine. Si on fait aussi le bilan du côté de l'Iran, est-ce que l'Iran, ce serait, au vu de l'état dans lequel se retrouve le régime aujourd'hui, le grand perdant de cette vaste réorganisation, si on peut dire, qui a suivi le 7 octobre 2023 dans la région, et encore plus en cas de coup américain dans les heures qui viennent? Oui, vous avez tout à fait raison de le dire. Le régime iranien et les mollahs ont déjà perdu après le 7 octobre, puisqu'ils ont vu leurs satellites les plus importants, le Hezbollah et les milices en Syrie disparaître. Le Hamas, bien sûr, aura du mal à se remettre et donc ils ont déjà perdu beaucoup, mais cela serait effectivement la dernière étape de cette défaite. C'est quelque chose qu'Israël et les États-Unis veulent voir, et ce serait un changement non seulement pour le Proche-Orient, mais pour le monde entier, puisque l'Iran sponsorise du terrorisme dans le monde entier. Ouais, un changement tectonique, effectivement. Merci beaucoup à vous, Samuel Benour, d'avoir été en direct ce soir avec nous depuis Washington. On va passer à l'édito. Il est signé, bien sûr, Christian Mallard. Bonsoir Christian Mallard, notre consultant diplomatique qu'on retrouve à Paris dans le studio. Christian, ce soir, votre réflexion, elle porte sur des calculs, voire les hésitations de Donald Trump. En tout cas, pour vous, c'est de cela qu'il s'agit, des tergiversations. Pardon. Sauf s'il procède rapidement à une opération militaire contre le régime iranien, je suis désolé, mais le discours de Donald Trump sur les événements tragiques en cours en Iran n'est pas à la hauteur de l'extrême gravité de la situation. Quelle méconnaissance du dossier iranien et de l'ADN d'un régime barbare. Quand on annonce 12 000 morts et que Donald Trump déclare, je le cite, « un mort est un mort de trop », alors qu'attend-il pour intervenir? Il annonce l'annulation de tous ses entretiens avec les officiels iraniens qui veulent toujours le rouler dans la farine à travers des négociations qui n'ont jamais rien donné, sinon permettre aux Iraniens de gagner du temps sur le nucléaire. Donald Trump parle beaucoup et promet que l'aide arrive. Il demande aux Iraniens, en fait, d'aller à l'abattoir quand il leur dit de poursuivre les manifestations et de prendre d'assaut les institutions. Le président américain peut-il entreprendre une action militaire à travers de nouvelles hostilités avec l'Iran qui sont rejetées par l'Arabie saoudite et surtout par le Qatar, suppôt de l'Iran? Peut-il encore donner une dernière chance à la négociation avant toute opération militaire? Donald Trump et Reza Pahlavi sont au diapason pour la poursuite des manifestations et pour appeler l'armée et les forces de sécurité iraniennes à la désertion en leur disant « Vous avez un choix, ou vous êtes aux côtés du peuple, ou vous êtes complice des meurtriers. » En tout état de cause, Donald Trump risque de perdre la face s'il ne fait rien. Il ne fait rien, voilà qui est dit. Merci beaucoup pour cet édito, Christian Mallard, depuis nos studios parisiens. Encore quelques mots, Déborah Benayoun, avec vous, parce qu'il y a pas mal de réactions, évidemment, diplomatiques ces dernières heures. Qu'est-ce qu'on peut retenir, et notamment du côté européen? Déjà, il faut savoir que de nombreux pays ont appelé leurs ressortissants à quitter le plus rapidement possible l'Iran. On a parlé des États-Unis, de l'Inde, de la Suède ou encore de la France. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a dit que la répression en Iran pourrait être la plus violente de l'histoire contemporaine. Il s'est d'ailleurs entretenu avec son homologue israélien. Dans un tweet, Gideon Sa'ar indique qu'il a appelé la France à soutenir la reconnaissance des gardiens de la révolution islamique iranien comme organisation terroriste par l'Union européenne. Et puis un dernier mot cette fois en ce qui concerne l'Arabie saoudite, puisque selon une source saoudienne citée par l'AFP, Riyad a fait savoir aux États-Unis qu'elle n'autoriserait pas l'utilisation de son espace aérien pour attaquer l'Iran et donc qu'elle ne participerait à aucune activité militaire contre l'Iran. Ouais, c'est un élément crucial, évidemment, qui compte pour la suite. Merci beaucoup, Déborah Benayoun. Et on passe au parti pris de cette édition. C'est Daniel Haïk qui s'y prête ce soir. Puisque c'est l'histoire qui se joue peut-être ces jours-ci, les dirigeants occidentaux sont-ils à la hauteur des événements? Bonsoir Daniel Haïk, notre analyse politique. Pour vous Daniel, il y a à redire concernant l'attitude des pays européens notamment face au régime iranien, d'ailleurs peut-être un air de déjà-vu à l'échelle de l'histoire. Oui, on peut parler d'un véritable silence même. C'est vrai, il y a eu des réactions, il y a eu parfois des condamnations.
mais ça semblait être du bout des lèvres, comme si les Européens et le monde libre hésitaient, comme si la quête de liberté des opposants iraniens n'était peut-être pas suffisamment juste pour être fermement défendue. Alors je pose la question, où sont passées les manifestations de solidarité avec le peuple iranien qui se défend? Où sont passés les centaines de milliers de pacifistes qui ont brandi pendant les 2 dernières années les drapeaux palestiniens dans les capitales européennes? Où sont passés les défenseurs des droits de l'homme? C'est les humanistes à géométrie variable qui n'ont jamais hésité à accuser Israël de génocide à Gaza. Pourquoi on ne les entend pas aujourd'hui? Pourquoi finalement on constate un silence? Pourquoi par exemple les médias, en France en particulier, n'ouvrent pas leurs journaux par la protestation des opposants iraniens, alors qu'ils ont fait cela pendant 2 ans avec la bande de Gaza? Ce sont des questions que l'on doit poser aujourd'hui. Vous posez beaucoup de bonnes questions, Daniel, ce soir. Vous avez des réponses? Bien, écoutez, j'ai quelques réponses. Je vais vous en avancer 4 au moins. La première, c'est que, on va dire, les opposants iraniens n'ont pas le réseau de relations publiques des Palestiniens. Ils n'ont jamais élevé la victimologie au rang de doctrine. Ils aspirent tout simplement à la liberté, tout simplement, sans terrorisme, sans manipulation. La seconde réponse, c'est que les opposants sont pour l'Occident, les opposants iraniens sont peut-être pour l'Occident coupables d'avoir fait d'Israël leur allié, ce qui est impardonnable pour beaucoup de gens en Europe et dans le monde libre, d'avoir applaudi lorsque les Israéliens ont affaibli le régime en juin dernier. Le troisième point, c'est peut-être parce que la victoire des opposants, David, des opposants au Mollah serait la plus terrible défaite pour l'islamisme. Cet islamisme qui est devenu presque étonnamment populaire dans le monde libre, sur le vieux continent en particulier, et l'allié surprenant, stupéfiant de l'extrême gauche. Et enfin, c'est peut-être aussi parce que, dans le même ordre d'idées, la victoire des opposants sonnerait le glas du projet qui est le plus funeste de l'histoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à savoir la destruction de l'État d'Israël. 80 ans après Auschwitz, les mollahs prônaient la disparition de l'État d'Israël et il est possible qu'il y ait des gens en Europe qui nourrissaient encore secrètement ce désir de voir l'État d'Israël disparu. Je n'invente rien. Il y a des hommes politiques français qui se sont exprimés en ce sens. Alors d'une certaine manière, on peut dire qu'il s'avère aujourd'hui que le monde libre fait silence face à la protestation, face au massacre de milliers d'opposants iraniens. Le monde libre semble être plus prisonnier que les combattants de la liberté en Iran qui manifestent dans les rues ensanglantées de Téhéran. Un monde libre prisonnier. Le parti pris signé ce soir, Daniel Haïk, merci beaucoup. Daniel, voilà ce qu'on pouvait dire concernant l'Iran. On ne perd pas de vue aussi en parallèle et en bref. D'autres dossiers qui comptent en ce moment. Concernant Gaza d'abord, les États-Unis ont officiellement annoncé ce soir le lancement de la 2e phase du plan en 20 points de Donald Trump visant à mettre fin à la guerre. Annonce faite par l'émissaire spécial américain Steve Witkoff qui a détaillé les grandes lignes de cette nouvelle étape présentée comme étant décisive. Une phase 2 sans donc pour l'heure la restitution du corps du dernier otage, Ran Gvili, sans désarmement non plus du Hamas. Et puis au nord, au Liban, on note cet avertissement du Hezbollah libanais. Tout désarmement de la milice pro-Iran risque de plonger le Liban dans une guerre civile. Autre déclaration étonnante, c'est celle du ministre libanais des Affaires étrangères. Tant que le Hezbollah, dit-il, n'est pas totalement désarmé, Israël est légitime à frapper. Eh oui, fin de citation. On va parler d'une alliance plus discrète qui est peut-être en train de se nouer en ce moment au Moyen-Orient. Alors, ce sont des sources turques qui indiquent qu'Ankara tente depuis un certain temps d'établir un partenariat stratégique au Moyen-Orient et qui s'appuie principalement sur l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui vient de signer un accord de sécurité avec le Pakistan. Le Pakistan, puissance nucléaire. On serait donc assez loin des accords d'Abraham. Pour en parler ce soir, le docteur Hayetan Cohen, Yana Rokak. Bonsoir et merci à vous, spécialiste de la Turquie et chercheur au JSS. Alors, le point de départ, on va le rappeler, c'est cet accord stratégique de défense mutuelle qui a été signé en septembre dernier entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Chacun des deux pays est censé défendre l'autre s'il est agressé. Alors pourquoi la Turquie désire-t-elle rejoindre maintenant cette alliance ? Il y a seulement un mois, nous avons vu une autre alliance trilatérale à Jérusalem. Nous avons vu Israël, Chypre et la Grèce. Les 3 dirigeants de ces pays étaient réunis.
et ont déclaré qu'ils comptaient accentuer leur coopération. Et ce qui ne doit pas nous surprendre, c'est que cette coopération entre Israël, Chypre et la Grèce n'a pas été bien accueillie à Ankara. Et pour équilibrer les forces face à Israël, surtout, nous avons vu que la Turquie veut se joindre à l'Arabie Saoudite et au Pakistan. J'aimerais souligner et dire que cela fait déjà longtemps que la Turquie essaye de créer une alliance militaire islamique semblable à l'OTAN pour dissuader Israël. Ils ont été présents en Syrie et ils ont créé aussi un organisme qui réunit les voisins de la Syrie. Donc d'un côté, il y a la Turquie qui veut créer une alliance avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan, mais aussi avec la Syrie, le Liban, la Jordanie, pour freiner Israël. Alors en deux mots, que pourrait changer cette alliance dans l'équilibre des forces, si on peut dire, au Moyen-Orient, surtout du point de vue d'Israël, qui est désigné d'ailleurs comme étant un facteur de déstabilisation régionale? Est-ce que ce serait une alliance qui serait dirigée contre Israël, ne serait-ce qu'en termes de dissuasion? Alors, ce n'est pas seulement contre Israël, c'est aussi contre Israël, mais c'est aussi contre les Émirats arabes unis. Nous voyons que les Émirats arabes unis et Israël voient d'un même œil la situation au Proche-Orient. Il y a 10 jours ou 2 semaines, on a vu des frictions entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Donc, quand on voit le but de cette alliance, d'un côté on a le Pakistan qui a l'arme nucléaire, d'un autre côté on a la Turquie qui a une très forte armée et qui est membre de l'OTAN, et ensuite on a le statut dans le monde islamique d'Arabie Saoudite et bien sûr les ressources financières de ce pays. Donc on peut dire que c'est semi-tactique, semi-stratégique, et cela vise notamment Israël. Et très rapidement, le but d'Erdogan, le but d'Ankara, c'est l'établissement d'un pacte du type OTAN entre les puissances sunnites de la région, avec aussi l'Égypte, on en parle beaucoup. Est-ce que les Américains pourraient laisser faire? Parce que ça va quand même à contre-courant des accords d'Abraham. C'est comme si l'histoire était en train de faire demi-tour. On peut dire qu'il n'y a pas d'obstacle juridique ou une manière juridique pour empêcher la Turquie de le faire. Tous ces pays sont des pays légitimes, souverains, et c'est cela qui est nouveau. Contrairement à l'Iran, nous avons vu que l'Iran a toujours fait des alliances avec des organisations terroristes. Eh bien, la Turquie n'utilise pas la même méthode qu'ont utilisé les Iraniens, mais ils font tout selon les règles, conformément aux règles. Donc, qui pourrait dire aux Turcs non, vous n'avez pas le droit de former ces alliances? Tout est légitime et respecte le droit international. Merci beaucoup à vous, Dr Chayetan Cohen. Yana Rokak, d'avoir répondu en direct à nos questions. Traduction de Michael Val. Toujours plus d'actualités dans la grande édition. Place à l'info chrono. Les Émirats arabes unis indésirables en Somalie. C'est la suite du remue-ménage provoqué par la récente reconnaissance par Israël de la République du Somaliland. La Somalie qui annonce donc la rupture de l'ensemble de ses relations avec Abu Dhabi. Pour Mogadiscio, les Émirats ont apporté un soutien discret à cette reconnaissance. Ils investissent par ailleurs depuis longtemps dans le port stratégique de Berbera au Somaliland. Sont concernés par ce divorce les accords bilatéraux de sécurité et de défense. C'est l'autre phase des tensions actuellement entre Pékin et Washington. La Chine ordonne à ses entreprises de cesser d'utiliser des logiciels de cybersécurité américains et israéliens. Parmi la douzaine de sociétés high-tech qui sont visées par cette mesure, le géant US Palo Alto Networks, ainsi que l'israélien Checkpoint, l'un des leaders mondiaux. Les tensions commerciales et diplomatiques atteignent leur paroxysme entre les deux superpuissances, exacerbées bien sûr par le contexte en Iran et au Venezuela. Pékin qui redoute que ces logiciels collectent et transmettent des données potentiellement sensibles.
Enfin, rien ne s'arrange sur le continent européen. Indignation en Allemagne suite à ce nouvel acte antisémite. Un individu de 32 ans arrêté pour avoir tenté d'incendier la synagogue de la ville de Gießen, dans le centre du pays. Il s'était livré au passage à un salut nazi devant le bâtiment avant de mettre le feu à un conteneur de papier de déchets, amplifié visiblement par un produit inflammable. Les faits n'ont pas échappé aux caméras de surveillance et c'est l'intervention rapide des pompiers qui a permis d'éviter le pire. Et c'est l'heure du dossier de la semaine Israël-Afrique, acte 4. Allons-y. Après la diplomatie, après la sécurité, l'économie place aujourd'hui un levier plus discret, mais tellement efficace. La technologie. Israël n'a pas volé son titre de nation start-up et projette de plus en plus son influence, son inspiration vers le continent africain à travers ses sociétés les plus innovantes. Un rôle assumé de leader dans les domaines de l'agriculture, de la finance, de la santé, de l'éducation. Alors l'Afrique est-elle déjà le laboratoire grandeur nature du progrès? Petit aperçu en compagnie de Mathieu Winding. Dans les serres du désert du Negev, des systèmes d'irrigation goutte à goutte ultra précis ont été perfectionnés pour économiser chaque goutte d'eau. Aujourd'hui, ces mêmes technologies irriguent des champs de maïs au Kenya, des exploitations maraîchères au Sénégal ou des plantations de cacao en Côte d'Ivoire. L'agritech israélienne, née de la contrainte, trouve en Afrique un terrain d'application massif. Dans la fintech, des startups comme Flutterware, partenaires de sociétés israéliennes de cybersécurité financière ou encore Payday en Afrique de l'Est, utilisent des solutions de lutte contre la fraude conçues à Tel Aviv. Objectif, sécuriser des millions de transactions mobiles sur un continent où le téléphone est devenu la première banque. En health tech, des entreprises comme TitoCare déploient des dispositifs de téléconsultation en Éthiopie et au Rwanda, permettant à des infirmiers ruraux d'envoyer des diagnostics en temps réel à des spécialistes urbains. Une médecine à distance pensée pour les zones isolées. Côté EdTech, des plateformes d'apprentissage développées en Israël sont intégrées dans des universités au Ghana ou au Maroc, notamment via des partenariats avec le Technion de Haïfa, qui forme chaque année des ingénieurs africains aux technologies de l'eau, de l'intelligence artificielle et de l'énergie solaire. Ce modèle est stratégique. Israël teste ses innovations à grande échelle dans des environnements complexes. L'Afrique, elle, accède à des solutions adaptées à ces réalités, souvent plus rapidement que par les circuits classiques de l'aide internationale. Face à la Chine qui construit routes et ports et à l'Occident qui conditionne ses financements, Israël avance avec une arme différente, l'innovation ciblée, flexible, rapidement déployable. Derrière les applications mobiles, les capteurs agricoles et la télémédecine se dessine une nouvelle forme d'influence, celle de la technologie comme diplomatie silencieuse. Et une question centrale, l'Afrique est-elle en train de devenir le prochain grand terrain d'expérimentation de la Startup Nation ? Alors l'Afrique, terre d'épanouissement pour l'innovation made in Israël. On va plus loin ce soir avec un expert, Pierre-Samuel Gage, qui est avec nous. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes président du Conseil en durabilité Affectio Mutendi. Alors pourquoi, d'abord, première question, pourquoi l'Afrique attire-t-elle autant aujourd'hui de start-up israéliennes dans des domaines qui sont assez variés, comme si les contraintes locales, c'était un défi qui est sur mesure quelque part pour l'expérience qui est acquise par ces sociétés israéliennes? Vous avez tout dit, en fait, il y a un point commun très très partagé entre les différentes Afriques et Israël, c'est le principe de résilience et le fait de se relever systématiquement à partir du moment où on rencontre un échec et qu'on recherche une solution. Eh bien, il y a véritablement une dynamique d'innovation qui est très très forte liée à ce trait partagé autour de la résilience. C'est un vrai point fort, à la fois sur les high-tech et sur les low-tech. Il ne faut pas oublier les low-tech, puisque les low-tech ont aussi un impact très très positif et il y a de très belles articulations qui sont réalisées justement entre high-tech et low-tech sur le continent africain à partir d'expériences et de solutions à impact israéliennes. Vous avez un exemple concret justement de low-tech, donc des solutions qui sont peut-être plus proches du quotidien de base de la population? Sur les questions d'accès à l'eau, vous avez de toute façon le principe quasi historique de goutte à goutte développé à partir des années 1950 et qui a fait fleurir le désert israélien, qui s'articule maintenant avec des solutions comme WaterGen, que l'on a pu voir d'ailleurs dans l'émission de Christopher Barolin, Innove Nation. Non, effectivement, c'est tous les mardis soirs. Alors, vous dites qu'il y a une complémentarité entre l'offre technologique israélienne et donc cette demande africaine qui est assez urgente, qui montre de plus en plus de développement économique. C'est ça la clé, complémentarité. Il y a une urgence pour l'Afrique, c'est très clair, puisque d'ici 2050,
il s'agira de nourrir et donc de donner du travail à 2,5 milliards de personnes. Donc, il y avait de véritables enjeux, notamment de souveraineté alimentaire. Et sur cela, il faut des solutions qui sont agiles, qui sont très performantes, qui sont recueillues, et il faut des portefeuilles de solutions qui permettent d'articuler justement des réponses en fonction des territoires, en fonction des donneurs d'ordre, puisque vous avez des gouvernements, mais vous avez également des territoires ou des villes qui sont impliqués, ou encore dans les différents acteurs économiques, des partenaires très différents que peuvent être les collectivités agricoles, ou encore les entreprises en tant que telles. Donc c'est cette aussi variété de solutions technologiques qui apportent énormément d'impact au regard des enjeux du continent africain. La complexité pour le continent africain et pour les Afriques, c'est de bien connaître en fait les différentes solutions que peut apporter justement les différents acteurs israéliens, et c'est là que nous on fait ce travail, notamment de valorisation, de mise en relation et de suivi de projets autour de ces articulations et d'un portefeuille de solutions à impact qui viennent aider à la gouvernance. Donc gagnant-gagnant, et puis donc faire connaître effectivement tout ce que peut offrir Israël et son secteur technologique à l'Afrique. Merci beaucoup à vous, Pierre-Samuel Guedj, d'avoir ce soir répondu en direct à nos questions. Changement de décor et un détour par l'Europe, comme promis, où la haine anti-juive se manifeste de bien des manières. En France, 2 informations à retenir ce mercredi au chapitre antisémitisme. D'abord, ces manuels de révision pour le bac édités par Hachette Livre, dans lesquels on trouvait une description honteuse des événements du 7 octobre, assortie de la mention colon juif pour désigner les Israéliens. On va s'y arrêter avec notre correspondante à Paris, Anna Papiachvili. Bonsoir Anna. L'affaire est remontée jusqu'au président de la République. Bonsoir, oui, Emmanuel Macron a dénoncé ce mercredi sur le réseau social X un manuel de révision parascolaire intolérable qui falsifie les faits. Le révisionnisme n'a pas sa place en République, a écrit le chef de l'État. Il parle évidemment de ce passage controversé dans un manuel scolaire édité par la maison Hachette pour les élèves de terminale qui préparent le bac, où est inscrit ce passage en octobre 2023 à la suite de la mort de plus de 1200 colons juifs lors d'une série d'attaques du Hamas. Israël décide de renforcer son blocus économique et d'envahir une grande partie de la bande de Gaza, entraînant une crise humanitaire de grande ampleur dans la région. Alors la polémique elle a éclaté hier lorsque la LICRA justement a pointé du doigt cet ouvrage. L'association a dénoncé une formulation gravement problématique, notant que le terme « colon » utilisé l'était de manière indifférenciée pour désigner toutes les victimes, alors que la majorité vivait à l'intérieur des frontières d'Israël. Donc à la suite de nombreux signalements, la maison d'édition a réagi. Aujourd'hui, Hachette Livre, le numéro 1 français de l'édition, a présenté ses excuses auprès de tous ceux qui ont pu être blessés à juste titre. Hachette a promis que les ouvrages allaient être retirés de la vente et ceux qui ne sont pas vendus seront détruits. Une enquête interne a été aussi ouverte pour comprendre comment cette erreur a pu se glisser dans ces ouvrages. Autre affaire odieuse, Anna, après l'Arbre de Lyon, plus tôt cette semaine, près de Nice, cette fois une plaque en mémoire d'Ilan Halimi, profanée, vandalisée. Oui, cette plaque pour Ilan Halimi installée devant un olivier, symbole de la paix, a été volontairement tordue selon les informations rapportées par nos confrères du Figaro. Le maire de cette ville, Cagnes-sur-Mer, tout près de Nice, Louis Nègre, a immédiatement dénoncé un acte honteux, qualifié de geste stigmatisant et antisémite qui ne peut pas rester impuni. Alors la municipalité a déposé plainte et transmis donc à la police nationale les images issues du réseau de vidéosurveillance. Un homme a été interpellé, il est âgé de 29 ans, il a été déféré ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Grasse et selon une source proche du dossier, le suspect sans emploi et inconnu jusque-là des services judiciaires a fait l'objet d'une expertise psychiatrique faisant état d'une grande fragilité psychologique. S'il reconnaît les faits, l'intéressé nie toute motivation antisémite invoquant des tensions personnelles, mais l'argument est accueilli avec prudence par les enquêteurs puisque plusieurs stèles commémoratives se trouvaient au même endroit et
seule celle rendant hommage à Ilan Halimi, a été ciblée. L'enquête a été ouverte pour destruction et dégradation à caractère antisémite. Alors depuis, la plaque a été remise en place par les services municipaux. Plusieurs responsables locaux politiques ont évidemment exprimé leur condamnation et leur solidarité avec la communauté juive. Alors c'est la dégradation de cette plaque, elle s'est passée à quelques jours maintenant, dès 20 ans, de la commémoration de l'assassinat d'Ilan Halimi, tué parce que juif. Climat inquiétant, merci beaucoup Anna Papiashvili. Toute autre chose maintenant, revenons en Israël où la vie reprend son cours ces derniers temps dans le nord de la Galilée. C'est l'histoire d'un hôtel emblématique situé à Metula, localité située à la pointe nord d'Israël sur la frontière libanaise. En avril 2024, souvenez-vous, un missile du Hezbollah le frappe de plein fouet. Les dommages sont conséquents. Aujourd'hui, après plus de 2 ans de travaux ayant coûté $1 million, c'est l'heure de la réouverture, comme un symbole de la résilience israélienne, malgré la menace d'une reprise des combats. Reportage sur place, Jonathan Ravé avec Eric Fendler. רואים פה את לבנון, בצד ימין שם אנחנו יכולים לראות את החרמון, ממש רואים אותו מבצבץ שם, כשיש רעות אז ממש רואים את זה בצורה מדהימה. רואים פה את ההריסות, הריסות של לבנון, כנראה זה מה שאנחנו עשינו. לפני חודשיים מיטל קיבלה את ההחלטה. היא העלתה על רכב את כל החפצים שהיו לה, עזבה את הערבה החמה ושינתה כיוון צפון, למטולה. הירוק פה והצבעים שיש פה והגוונים שיש פה אין בעוד מקום בארץ לדעתי. אין פה איזושהי תחושה של פחד או של משהו שהוא... אני חושבת שכולם צריכים להיות חלוצים ולעבור למטולה. מטולה די שקטה יחסית. אנחנו המלון הראשון שפתח במטולה. מטולה מתחילה להתעורר. זה תהליך שיקח כנראה קצת זמן. המלון חטף פגיעה ישירה מתקופת המלחמה. היה שיקום ארוך למלון. בוא נעשה סיבוב. קדימה. גואל היופי שיש בחוץ. אי אפשר לוותר על זה. בגלל הדבר הזה החלטנו שאנחנו לא מוותרים, ואנחנו לגמרי פה. המושבה מתעוררת לאט לאט וחוזרת לחיים. 2 של מלחמה ושנה לתאריך חזרת התושבים, השיקום איטי וזה ניכר. אבל הוא גם מורגש לכל מי שמגיע לבקר בצפון הרחוק. המלון שנפתח לפני שבוע אמנם היה ב100% תפוסה בלילה הראשון, אבל כשאנחנו היינו שם, רק משפחה אחת הגיעה להתארח. זה תהליך. אז היום זה חדר אחד, מחר זה 2, ובסוף שבוע, דרך אגב, המלון שוב פעם בתפוסה מלאה. אני יותר מאופטימי ואני בטוח במה שאני אומר, כי אנחנו מאמינים בדרך. כן, זה חדר שגם חטף פגיעה, החלטנו שאנחנו לא מוותרים, הצלחנו להעמיד את הדבר הזה לרגליים. חדרים יפהפיים, מסודרים, מוכנים לאורחים. וזה גאווה גדולה בשבילנו. הפעילות של צה"ל, כמה אתם שומעים, כמה אתם מרגישים אותה? כמעט לא שומעים. אין את חיזבאללה על הגדרות. אתה אומר אין חיזבאללה על הגדרות, זה משהו שאני לא בטוח שיסכימו איתך, בוא נגיד רוב החבר'ה במערכת הביטחון. אין ספק שיש את החשש הזה, אבל אנחנו בהחלט סומכים על מערכת הביטחון, סומכים על צה"ל, שעושה את העבודה נאמנה, ואנחנו שם. בשנים האחרונות, שהאנשים שגרים על הגבולות הם אנשים שצריכים להחזיק איזה משהו בנפש. ויש פה אנשים כאלה, ששווה ללמוד מהם, כאילו זה כמו צדיקים נסתרים כזה, כמו כאלה שגרים במערה והם... אז יש פה אנשים כזה, וזה גורם למשהו אחר להיות פה. בין אלו שעברו לאלו שחזרו מצטרפים עוד ועוד קהילות, שאולי מייצרים שכבה אחרת. מטולה חדשה אם תרצו. הקמנו עמותה בשם אנו באנו, ואנחנו שולחים גרעינים לכל הארץ, לפריפריה החברתית גיאוגרפית. הם באים להתערות ביישובים, הם גרים שם וכל אחד עובד בהתאם לצורכי המקום. אני אישית בגרעין בקריית שמונה, עלינו מהושעיה לקריית שמונה, וכל אחד מאיתנו בעצם פועל בקריית שמונה. ובעצם היום זה היום הראשון שנכנס דייר ראשון למטולה. בדיוק, נכון, כן. גם אנחנו רוצים לתרום. אגב, הייתי מוכן לקחת נשק ולהצטרף לפלוגה שלי מלפני 50 שנה, אבל לא נותנים לי. אז אני אתרום בצורה כזאת שאני אשב כאן מול חיזבאללה, הבית, האורות ידלקו בבית שלי ואני תורם למועצה כמידת יכולתי. יש לי שאלה, אבל אני מבקש כנות. אני מבקש כנות.
אתם גרים על הגבעה, ומה יקרה ביום של 7 באוקטובר מהצפון? אתם תהיו קו ראשון. נהיה קו ראשון. על מה פחדנו? על מחבלים שייכנסו לאזור, אבל עכשיו עם הבסיס של הצבא, עם הצבא עדיין במטולה והכל, אנחנו לא מרגישים שזה לא סייפר. וכשאתה בקהילה של אנשים שלא מפחדים, אנחנו מנסים, אנחנו חיים כרגיל, ומה שיהיה יהיה, ומקווים שלא יהיה כלום. גם ברחבי העיר, בתי הקפה הפסטורליים בהר נפתחו. הלקוחות הם בעיקר חיילים ותושבי המקום, אבל גם מטיילים, שהגיעו עם הסלוגן. כל משפט שני זה, באנו לחזק את הצפון, או באנו לחזק את הצפון. עכשיו, זה מדהים, כי לפני המלחמה לא הייתה את המודעות לצורך של החיזוק של כל המדינה לצפון. לצפון מגיעים כי רוצים להגיע, לא במקרה. מקודם זה לא מקום שאתה מגיע אליו על הדרך. למטולה אתה מגיע בכוונה כלשהי. קפה זה התחום שלנו, אנחנו מאוד אוהבות קפה. והיה חסר, מהחזרה לפינוי היה חסר מקום לשתות בו קפה. הרגשנו שמטולה צריכה את זה. היא צריכה את הרגע של האתנחתא ושל הביחד, לשבת על כוס קפה ולדבר על כל מה שהיה, ואיך משתקמים, ולראות שיש פה גם נקודה של אור בכל החושך הזה. ולשאלת התמיכה והתקציבים מהמדינה, תשובה מכעיסה נשמעת. מבחינת המדינה הבירוקרטית, אנחנו בהחלט עדיין לא קיבלנו את הכספים שמגיעים לנו. מתקופת המלחמה. בעלי החברה קיבלו החלטה שמתקדמים, מביאים כסף מהבית כרגע, את השיפוץ על חשבונם. כרגע זה כן, זה חד משמעית. כמובן שאנחנו נשמח לאיזשהו עזרה מהמדינה אחרי כל התקופה הרעה הזאת. בטח. מאוד נשמח. צריך לשקם את הצפון וזה קצת לאט. צריך להירתם. שזה מאוד איטי. זה אולי קורה לאט והתהליך כואב וארוך אין ספק, אבל במבט ראשוני במטולה לא מצאנו תחושות של עצב או אובדן. בעיקר תקווה ורצון חזק, חזק מאוד, לשקם ולהחזיר למטולה את הקסם שהיה לה. אנחנו ידענו שזה נקודת אל חזור מהרגע של הפינוי, שאנחנו חוזרים למקום שלא כמו שהוא היה, אבל לאט לאט אנחנו רואים אותה משתקמת והכבישים סוללים אותם, עסקים לאט לאט נפתחים. ואנשים חוזרים, תבואו לצפון, אנשים זקוקים לכם. Et bien voilà, redécouvrir la Galilée, le nord d'Israël, qui se relève d'une période difficile. Voilà, c'est tout pour cette grande édition. Tout de suite, ça se débat, Raphaël Hassine et ses débatteurs. On continue à suivre de près ce qui se passe autour de l'Iran. Très bonne soirée sur i24 France.